Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Nous vivons des changements sociétaux très forts qui impactent les business models des acteurs du tourisme et des sports outdoor. Nous assistons à des rebonds fascinants que les leaders savent anticiper pour les transformer en opportunités. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. Je suis Armelle Solélac, fondatrice de Switch et spécialiste de stratégie de marque et de responsabilité sociétale des entreprises. Tous les dimanches, avec Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises, nous avons le plaisir d'animer ce podcast. Pour cette 5e saison, avec nos invités prestigieux, nous allons faire un pas de côté pour regarder en arrière, afin de mieux aller de l'avant. En effet, cette saison est entièrement consacrée aux personnalités audacieuses de l'outdoor et du tourisme. Elles et ils ont fait preuve de courage et ont pris tous les risques. Elles et ils ont ouvert des voies pour nous. Aujourd'hui, nous revenons avec eux sur leur parcours, sur leurs sources de fierté, sur leurs erreurs et sur le regard qu'ils portent sur l'avenir de leur industrie. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Romain Bourguignon, responsable du Property Management chez Le Collectionniste. Bonjour Romain. Bonjour Ariane. Alors Romain, pour démarrer cet épisode, un petit retour en arrière. Est-ce qu'il y avait des signes précurseurs dans ton enfance de la tournure qu'a pu prendre par la suite ta carrière professionnelle ? Je pense que c'est plutôt une notion de territoire, c'est-à-dire que j'ai toujours habité au pied des montagnes et étant très petit, j'ai toujours pratiqué énormément de sport montagne, du ski notamment, et je crois que ça a influencé sur mes choix de vie et où est-ce que je voulais vivre et m'établir finalement. Et je crois que tout naturellement, ça m'a guidé vers ma carrière professionnelle, vers les montagnes et notamment au sein des ski resorts. Comment tu as commencé ta carrière professionnelle ? Quels sont les démarrages, les différentes étapes jusqu'à aujourd'hui ? Quand j'ai fini ma licence de géographie à Grenoble, donc avec ma compagne, on a décidé d'aller travailler à Courchevel puisque j'avais une partie de ma famille établie là-haut. Et mon oncle a des magasins de sport. Et tout naturellement, je me suis tourné vers... j'ai eu la chance de travailler avec lui dans le commerce. Ça s'est fait tout naturellement et j'ai finalement fait une petite formation dans le sport au début. J'ai démarré ma carrière comme ça au sein de ces magasins. Et puis, on s'est établi très vite à Courchevel à l'année. Et à travers mon réseau, à travers mes connaissances, au fur et à mesure des années, j'ai rencontré des clients propriétaires de biens magnifiques et qui souvent se heurtaient à une problématique, n'avaient personne pour les gérer sur place. Et ça s'est fait tout naturellement. J'ai été en contact avec 1, puis 2, puis 3. Et puis, je me suis retrouvé à gérer plus de 20 biens sur Courchevel, ce qui m'a permis de créer ma société pour réaliser ce travail. À partir de 2016, j'ai créé ma société de conciergerie et de property management pour gérer des biens pour des clients étrangers principalement. Parce que parfois, pour eux, c'est très difficile, la barrière de la langue surtout, de gérer leurs biens, de comprendre les démarches. Et ils ont souvent des biens qui valent des millions d'euros et ça nécessite de maintenir ces biens-là parce que il y a toujours quelque chose à faire. C'est comme en comparaison à un petit hôtel finalement. Il y a d'énormes installations techniques et pendant la saison, pendant les locations aussi, il y a une grosse partie de gestion et les propriétaires ont besoin de confiance, de personnes de confiance sur place pour gérer leurs biens. Et parallèlement, toujours dans le métier de l'hospitalité, j'étais amené, parce que j'avais une amie qui avait créé avec David Bycroft en Australie un réseau qui s'appelle Homestay Network. Et ce réseau est plus tourné sur les étudiants. Et j'ai été amené à travailler avec eux pendant 1 an, voir comment se déroulait l'hospitalité en Europe. Parce que même si on parlait d'étudiants, ce n'était pas la même expérience d'hospitalité. Il leur fallait un Européen qui comprenne un petit peu le marché et comment les étudiants pouvaient passer des séjours au sein de familles et comment en France on voyait l'hospitalité, quels étaient les critères, quel était le type de développement qu'il fallait mettre en place, les outils. Et tout ça, ça m'a très intéressé. Mais c'était juste une petite passade comme ça pendant 1 an avec eux pour les aider. Ça a été formidable. Et puis, on arrive très rapidement en 2018. J'ai été contacté par Le Collectionniste qui cherchait quelqu'un à l'époque sur place, toujours un représentant local, pour gérer les séjours de leurs clients. En fait, Le Collectionniste, c'est une société donc qui a cette année 10 ans, qui a été créée par 3 personnes au départ. Et le principe, c'est la location de magnifiques biens avec des prestations luxe et très haut de gamme.
Et au fur et à mesure des années, le collectionniste a fait beaucoup d'acquisitions, s'est énormément développé, si bien que maintenant le collectionniste est présent sur presque tous les continents pour la location de chalets, de villas, de biens d'exception, de châteaux. Et j'ai fait mon parcours parallèlement, donc entre ma société et le collectionniste, jusqu'en 2022. Et puis en 2022, changement de vie, ma compagne avait besoin de se rapprocher pour son travail près de Genève, parce qu'elle aussi travaille dans le domaine pour des grandes maisons de luxe. Et on a pris la décision à deux de partir. Et il s'est trouvé que le collectionniste en 2022 a fait une acquisition de mandat d'une société qui s'appelait Vala à Courchevel. Et au bon moment, ils avaient besoin d'un Head Property Manager. Si bien que je me suis proposé tout de suite. J'ai sauté sur l'occasion. Et depuis 2022, voilà, je suis au bureau d'Annecy et je gère le property management depuis Annecy dans toutes les Alpes françaises. Et le property management, chez le collectionniste, ça consiste en quoi? Alors, c'est un métier transversal. Quand on parle de gestion de biens à l'année, on est plus quand même sur la partie propriétaire. Donc, il s'agit de gérer leur propre séjour pendant la période de l'hiver, comme pour un locataire finalement, avec les mêmes prestations, les mêmes niveaux de service, les mêmes enjeux. Et puis, tout au long de l'année, eh bien, c'est d'être présent pour gérer la partie technique. Parce que dans un bien, on met en place des contrats techniques avec les sociétés. C'est aussi le besoin de répondre aux propriétaires sur les améliorations qu'on peut faire dans son bien, dans son chalet. Les évolutions. Beaucoup de propriétaires ont le souhait de toujours maintenir leurs standards élevés. Donc, ça nécessite de travailler en collaboration avec des décorateurs, des architectes. Voilà. Donc, il y a un espèce d'enjeu comme ça de maintenir les standards. Et c'est très, très important pour des biens qui ont une valeur de dizaines de millions d'euros. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué depuis que tu travailles dans cet univers en particulier? Ce qui m'a le plus marqué, c'est ô combien, parce que c'est un métier très exigeant, et surtout pendant la période hivernale. Et de semaine en semaine, on croit toujours qu'on a tout donné, on est épuisé. Et finalement, avec les collègues et les équipes, on arrive toujours à se renouveler, à se remettre en selle sur la semaine d'après et repartir de nouveau. Et c'est un métier formidable pour ça, parce que on rencontre des clients qui viennent du monde entier, beaucoup de créateurs d'entreprises, donc qui ont beaucoup de choses à raconter, qui ont de très grandes expériences. Et je crois que quand on fait ce métier, il faut quand même aimer les clients, être curieux de ce qu'ils font. C'est ça qui m'a le plus marqué, c'est-à-dire que ces clients nous font très vite confiance si on fait le travail sérieusement. Ils nous donnent clairement les clés de chez eux. C'est parfois difficile parce qu'on est quand même dans l'intimité. Et c'est ça qui me marque le plus, c'est que si on fait le travail sérieusement, nos clients nous font confiance et on peut faire beaucoup de choses avec eux. C'est vraiment ça qui est très intéressant. Tu l'as dit toi-même, c'est au fur et à mesure que les semaines passent, c'est très fatigant, très difficile. Qu'est-ce qui vous fait tenir collectivement, mais toi individuellement, quand c'est difficile? Où est-ce que tu puisses ta motivation? Collectivement, je crois que c'est très important de beaucoup parler, de beaucoup d'échanger entre collègues. C'est très important de jamais être seul parce qu'on a affaire à beaucoup de problèmes finalement. Notre métier, c'est aussi gérer beaucoup de problèmes. C'est très difficile et il faut trouver des moments comme ça pour s'extirper un petit peu du quotidien, j'ai envie de dire, avec les collègues et de trouver comme ça des moments de relâche, de détente. C'est très important. Et au point de vue dans ma vie privée, c'est clairement avec ma compagne, parce que ma compagne travaille, donc comme je le disais, dans des maisons de luxe à Genève, et elle connaît aussi l'exigence de nos clients. On a les mêmes, bien souvent, et c'est très important de pouvoir, dans l'intimité, d'avoir une personne sur qui on peut compter, une moitié, sur qui on peut se confier, et ça fait toute la différence, vraiment. Tu dois avoir des anecdotes assez dingues quand même, un peu croustillantes à nous raconter, si tu le veux bien, à partager justement dans cet univers métier. Tu peux nous raconter 2-3 petites anecdotes un peu sympathiques et originales? Oui, alors déjà en étant plus jeune, j'avais des clients, c'est très surprenant quand on a moins de 30 ans, on a des clients qui vous confient leur carte bancaire, leur Amex pendant toute la semaine et qui vous disent bien écoute, dès que j'ai besoin de quelque chose, si tu peux aller me le chercher. Enfin, faut quand même garder la tête froide parce que du coup, on va dans de nombreuses boutiques de luxe faire des achats et je pense que il y a une espèce de confiance et les clients nous font confiance et voilà, c'est quand on est jeune, c'est quand même très marquant cette espèce de facilité à nous faire confiance et à nous dire vas-y. Et ça, je veux dire que c'est très agréable. Et puis une anecdote plus sympathique, plus drôle.
Je me souviens, c'est la première année quand je travaillais avec le collectionniste en 2018, on avait une cliente, une princesse du Moyen-Orient. On avait réservé beaucoup de choses pour elle, dont un restaurant en deuxième partie de service à 22h30, où après ils pouvaient faire la fête. C'était un établissement qui faisait les deux. Donc tout était réservé, voilà, ils sont allés au restaurant. Moi j'étais chez moi, ma journée était finie, j'étais très fatigué, je me repose et à 11h30, à 23h30, ses clients, donc la princesse m'appelle, elle me dit Romain, je comprends pas, on a toujours pas notre table. Donc panique à bord, à 23h30 à Courchevel, c'est pas comme en ville, hein, donc les restaurants ferment assez tôt quand même, au-delà de minuit on trouve plus rien. Donc je cours, je m'habille, vraiment je prends ce qui passe sous la main, je m'habille, je vais dans ce fameux restaurant. Le restaurant avait complètement oublié de réserver la table de mes clients. Et mes clients étaient quelque peu énervés, ce qui peut se comprendre. Donc ils me disent Romain, voilà, on s'en va. Donc ils font venir leur voiture, leur chauffeur, et ils me disent voilà, montez avec nous dans le van. Et il a fallu le temps passe et il était 23h45 et il fallait que je trouve un restaurant à Courchevel, sachant que tout fermait à minuit. Donc j'ai téléphoné de partout et voilà que je téléphone au Cheval Blanc du groupe LVMH et je leur dis voilà, j'ai cette cliente qui a besoin absolument de manger avec ses amis, est-ce que votre restaurant est encore ouvert? Et ils ont très gentiment me disant écoutez Romain, vous venez tout de suite par contre. Donc nous voilà embarqués dans le van, on monte au Cheval Blanc, je débarque habillé vraiment très light, hein, je dois dire, avec le directeur en face de moi. J'ai dit voilà, c'est moi qui vous ai appelé. Est-ce que vous pouvez leur garder une place sur leur bar, voilà, vous leur concoctez quelque chose de sympa. Ils ont du coup tout naturellement et ils comprennent aussi parce qu'ils sont dans ces métiers d'hospitalité, arranger quelque chose et mes clients ont passé une soirée formidable. Mais il y a voilà des moments de stress comme ça où en claquement de doigts il faut trouver une solution et voilà ça marque, voilà, vraiment. Une autre? Oui, des choses moins folles, mais des choses où j'ai des clients propriétaires, je les rencontre au mois de novembre pour prévoir leur séjour au 15 décembre. Et mon client me dit, voilà, j'ai envie de changer de voiture, il me faut une voiture quand j'arriverai le 15 décembre. Donc il a fallu que je téléphone un peu partout en France pour trouver le modèle qu'il voulait, avec la couleur, avec les options, etc., en 15 jours, ce qui est un défi, hein, parce que c'est parfois encore très compliqué. Mais voilà, c'est toujours, c'est des gros challenges. Et en même temps, c'est transversal. On fait appel à des personnes, des architectes, des concessionnaires de voitures, des métiers du luxe, où il faut trouver une solution très rapidement. C'est des très gros montants et on arrive à dépenser en 15 jours 100 000 euros, comme ça. Mais c'est encore une fois, c'est du challenge. Et c'est ça qui est important. C'est vraiment très motivant. Est-ce que tu as une idée du nombre de contacts qu'il y a dans ton carnet d'adresses? Non. Honnêtement, non, parce que effectivement, je vois où tu vas en venir. On les multiplie d'année en année. Mais c'est important, le carnet d'adresses, de compter sur les bonnes personnes. Et au fur et à mesure, par contre, des années, on se fait un bon carnet d'adresses avec les bons et les mauvais. Et on essaye de toujours travailler avec les bons. Et eux aussi aiment travailler avec nous, avec le collectionniste, parce qu'ils savent qu'on est des personnes sérieuses. Et on compte sur les bons. Quand je dis les bons, c'est les personnes qui vont tout faire, tout déployer pour trouver une solution. Et ça, c'est très important. On compte sur des collaborateurs comme ça. Si tu regardes ton parcours, un petit regard dans le rétroviseur, est-ce que tu as commis une grosse erreur? Et si oui, qu'est-ce que tu en retiens? Au début, oui, certainement. Parce que, comme je vous disais, on gère souvent moins dans la partie été, mais plus dans la partie hiver, des problèmes, il faut trouver des solutions tout de suite. Et parfois, on a tendance à trouver des solutions tête baissée, tout de suite, tout le temps. Et sur certains sujets, ça a été une grosse erreur. Parce que si j'avais pris de la hauteur, parfois il vaut mieux prendre un quart d'heure de plus et trouver une solution meilleure afin de mieux satisfaire le client et qu'il ne soit pas déçu. Parce que quand on veut résoudre un problème trop rapidement, voilà, on s'agit dans tous les sens et mon expérience m'a appris que prendre de la hauteur, se laisser du temps, parce que parfois les clients sont très pressés et nous téléphonent toutes les 5 minutes pour savoir si on a résolu le problème ou trouver une solution. Mais c'est aussi notre métier de leur faire comprendre qu'il faut parfois prendre un peu de la hauteur et les choses vont se faire tout aussi bien. Et voilà, c'est très important de sans précipitation. Exactement. Et à contrario, tes grandes réussites, tes grandes satisfactions, ce dont tu es fier, les tours de force que tu as pu accomplir. Je dirais c'est le property management, c'est une course de fond. On parlait de confiance tout à l'heure, et avec les propriétaires comme ça d'année en année, quand ils sont contents et quand chaque année ils sont ravis de leur séjour et de notre gestion de leurs biens, il y a
comme ça une confiance qui s'installe. On rentre un peu dans leur intimité, on parle d'autres choses, de leurs enfants, de leur famille, de leurs prochaines vacances. Et je crois, ce dont je suis le plus fier, c'est pas grand-chose, c'est humble, hein, mais c'est ça, c'est quand ils nous font confiance, pour moi, c'est la meilleure marque de satisfaction. Et d'autant plus que, du coup, comme je me suis consacré entièrement aux collectionnistes, j'ai dû arrêter ma société de property management à Courchevel, et j'ai gardé de très bons contacts avec mes anciens clients. On discute ensemble, on se voit toute l'année, ou même à Courchevel quand ils viennent. Et ça, je crois que c'est la meilleure marque de satisfaction et de reconnaissance. C'est pas grand-chose, mais pour moi, voilà, ça me suffit. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Alors, très clairement, dans le milieu de l'hospitalité, il faut prendre son travail très au sérieux, mais surtout ne pas se prendre soi-même au sérieux. Et ça paraît bête comme ça, mais parce que on a affaire à quand même des métiers du luxe, on voit de grandes choses où il y a parfois des gros enjeux financiers. Voilà, il faut être très rigoureux de son travail, mais soi-même ne pas se prendre au sérieux. C'est-à-dire que personne n'est irremplaçable pour moi. Et c'est pour ça qu'une relation de confiance, ça se construit. Et c'est pas quelque chose d'inné, en fait. Et il faut pas croire que tout vient comme ça du jour au lendemain. Non, c'est quelque chose, c'est encore une course de fond. Et on rejoint un peu le sport, un peu de marathon, mais voilà, c'est vraiment ça. Et quel est le meilleur conseil que tu aies donné ou que tu pourrais donner? J'ai envie de dire de compter sur ses collaborateurs. Vraiment, très clairement. Parfois, dans le milieu de l'hospitalité, parce qu'il y a cette notion d'urgence, on a envie de tout gérer soi-même. Parce qu'on se dit qu'il va falloir, voilà, que c'est mieux, qu'on va réussir à tout mieux contrôler en 10 minutes. Et en fait, je pense que c'est une erreur. Bon, il faut vraiment s'épauler sur ses collaborateurs, sur l'opérationnel, ses collaborateurs dans, par exemple, les gouvernantes, dans nos collaborateurs dans la maintenance, dans l'événementiel. Et voilà, on est tous ensemble et je crois qu'on trouve des meilleures solutions et on est plus efficace ensemble. Ça paraît bête comme ça, mais voilà, cette notion d'urgence, voilà, on a toujours ce réflexe de vouloir tout gérer soi-même, mais c'est une grosse erreur, vraiment. Les industries du tourisme et en particulier l'industrie de l'hospitalité, elles ont beaucoup évolué ces 10 dernières années. Est-ce qu'il y a des changements qui t'ont particulièrement marqué? Oui, très clairement, quand j'ai commencé, la qualité d'un bien. On avait des biens avec des prestations déjà élevées. J'ai envie de dire, cela représentait 90% de l'expérience client. Ça suffisait parce que c'était clairement des biens avec de belles prestations dans lesquelles les clients pouvaient s'épanouir et pour leur séjour et même pour les propriétaires, ils se suffisaient à eux-mêmes, j'ai envie de dire comme ça. Mais maintenant, l'expérience client, c'est très clairement, alors la qualité d'un bien, oui, ça compte, mais maintenant, c'est le service de nos équipes sur place, c'est-à-dire les expériences culinaires, les expériences de service avec les butlers, toutes les équipes qui peuvent prendre et chouchouter nos clients, qu'ils soient locataires ou propriétaires, dans les chalets. Très clairement. Ça, c'est une grosse partie maintenant de l'expérience client, mais aussi la partie extérieure, c'est-à-dire toutes les activités, la conciergerie qu'on peut leur apporter. Et ça, c'est un vrai plus. Et le collectionniste est très performant là-dessus, puisque nous avons des équipes dédiées à la conciergerie, mais aussi à l'événementiel. Et maintenant, je dirais que la qualité d'un bien, c'est toujours un critère élevé. Donc, ça représente peut-être 40% de l'expérience client, mais il y a maintenant les 60% restants où on doit être très performant là-dessus. Et ça, c'est une grosse évolution. Très clairement. Et l'hospitalité évolue vers ça. De toute façon, on le voit, tous les acteurs s'entourent, alors que ça soit des équipements internes, ou des prestataires externes de qualité pour gérer toute cette partie conciergerie. Mais nous, chez Collectionniste, on a cette chance parce que voilà, on a beaucoup, la taille du collectionniste fait qu'on a les moyens aussi d'avoir ces équipes performantes. Et pour l'avenir, pour les 10 prochaines années, comment tu penses que cette industrie va évoluer ? Alors sur différents points, je dirais que je parie que dans les 10 prochaines années, il y aura beaucoup plus de concentration qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que dans chaque ski resort, on va retrouver 1 ou 2 acteurs majeurs de l'hospitalité, et dont on espère d'être de la partie d'ailleurs. Mais voilà, on le voit parce que ça nécessite quand même de gros enjeux financiers pour mettre en place des équipes. Et on peut plus le faire en étant de taille réduite comme une simple agence d'il y a 20 ans, de location simple où on fait un séjour, check-in, check-out et ça suffit. Et je crois qu'on voit d'ailleurs beaucoup de sociétés, il y a beaucoup de rachats, de mandats, et je parie sur beaucoup plus de concentration. Ça, c'est une certitude. Et il y a aussi un enjeu, c'est d'actualité d'ailleurs, le changement climatique. On s'aperçoit surtout dans les stations comme Megève ou Chamonix, mais surtout Megève, qui connaissent des problèmes d'enneigement. Et donc, la réflexion sur quel est l'avenir de ce modèle-là, où le ski ne devient plus un critère, ou en tout cas un critère minoritaire.
et qu'est-ce qu'on apporte comme activité, comme expérience aux clients. Et ça, c'est un gros enjeu. Et d'ailleurs, au point de vue du property management, on voit que de plus en plus, le critère piscine extérieure devient un critère. Il y a 10 ans, on m'aurait dit que même l'hiver, une piscine extérieure chauffée devenait possible. C'était vraiment exceptionnel. Maintenant, on s'aperçoit que dans les projets de construction, il y a cette notion de piscine extérieure. Ça paraît tout bête comme ça, mais dû au changement climatique. Et on s'aperçoit que nos clients, l'hiver, peuvent profiter de ce type d'installation. Je suis un peu bouche bée parce que évidemment toutes les personnes qui ont quelques fondamentaux sur le développement durable doivent avoir les cheveux qui se dressent sur la tête. On sait tous que les piscines et a fortiori extérieures et chauffées sont pas forcément compatibles avec les limites planétaires. Ce qui m'amène à te poser une question un peu hors script quelque part, qui est comment vous, chez le collectionniste, vous faites pour justement essayer d'avoir une activité qui soit la plus compatible avec ses limites, sachant qu'on le sait, le luxe, le secteur du luxe est pas le secteur qui a le plus de facilité au départ à être compatible. Tout à fait, c'est un grand enjeu. Alors nous, en pratique, déjà, ça fait quelques années déjà qu'on l'a mis en place. C'est tout dans l'opérationnel à travers nos produits, que ça soit dans l'opérationnel pour le nettoyage, où les équipes de ménage utilisent des produits écologiques, mais c'est aussi de mettre en lien, parce qu'on a beaucoup de produits d'accueil pour nos clients. Et on force sur le local, sur les produits locaux, mis en avant des artisans, alors que ça peut être de l'alimentaire ou pas, d'ailleurs. Mais c'est aussi de mettre en avant ça. Et je crois que ça fait partie de l'expérience client, encore une fois, et de montrer à nos clients qui parcourent le monde entier, qui viennent, et de leur dire, voici ce qui est présent dans notre territoire, voici ce que vous pouvez trouver, et c'est ça aussi qui est très important. Et ensuite, au niveau plus de notre organisation, au niveau de la société, on essaye de limiter dans chaque bureau à travers la France et dans l'Europe, de limiter notre impact environnemental à travers nos comportements au sein du bureau et nos voyages, c'est-à-dire qu'on essaye de limiter nos voyages, on essaye de promouvoir les déplacements de tous les collaborateurs au sein des bureaux en vélo, quand on peut. Et je crois que c'est au niveau global qu'on va s'en sortir là-dessus. Mais je suis d'accord avec toi que, par définition, le métier du luxe, on a affaire à des biens qui sont quand même consommateurs de beaucoup d'énergie. Même si on le voit que dans les nouvelles constructions de nos clients, tout s'améliore. Et très vite d'ailleurs, on le voit que beaucoup de nos clients commencent à installer des panneaux solaires, commencent à réfléchir à la gestion de l'eau, etc. Et ils le sont poussés aussi par les ski resorts. Parce que les ski resorts ont aussi cet engagement. On le voit à travers d'associations comme Mountain Riders, qui sont très actifs, par exemple, sur comment les ski resorts vont devoir gérer dans les 10 prochaines années leur impact, leur activité. Et nous, si on veut être encore de la partie, de toute façon, il faut qu'on soit partie intégrante de cette réflexion. Et ça, c'est indéniable. Et on l'est d'ailleurs, puisqu'on est souvent en lien avec les gestionnaires des ski resorts, les acteurs locaux, et on réfléchit à penser la montagne de demain. Et je crois que c'est très important. Mais c'est vrai que on peut toujours s'améliorer. Et ça, je le reconnais. On a toujours un impact. Mais je pense que c'est un mouvement de fond, puisque je parle surtout pour les ski resorts que je connais très bien. On a un modèle qui date des années 60-70 de développement, et c'est très difficile de faire bouger les choses. C'est très difficile, et parfois on se heurte aussi à des obstacles techniques qui parfois sont encore limités. Mais il y a énormément de startups qui travaillent là-dessus. On le voit sur des startups qui arrivent à recycler pour créer des nouveaux skis, par exemple, avec un fart écologique, etc., etc. Et donc, je pense qu'il faut être confiant sur l'avenir. Il faut pas être on trouve des solutions, mais ça prend du temps. C'est une course de fond, encore une fois. Merci beaucoup, Romain Bourguignon, responsable Property Management chez Le Collectionniste, d'avoir été notre invité pour cet épisode. Voici les 4 points clés à retenir. Le premier, c'est que, quand c'est difficile, ne restez pas seul. Extirpez-vous du quotidien pour trouver un espace-temps pour vous relaxer. Le second, prendre de la hauteur et se laisser du temps pour ne pas être dans la précipitation sont souvent les clés pour trouver les meilleures solutions. Le troisième point, personne n'est irremplaçable. Une relation de confiance, ça se construit dans le temps. Il faut donc prendre son travail au sérieux sans jamais se prendre au sérieux soi-même. Et enfin, aujourd'hui, la bonne qualité de l'hébergement est un standard.
La valeur ajoutée est donc désormais dans l'expérience que les équipes sont capables de faire vivre aux clients des établissements de luxe. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu ? Alors soutenez-nous en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa sur votre application de podcast. Cela nous aidera beaucoup pour faire connaître les épisodes et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez en découvrir de nouveaux dans le tourisme et les sports outdoor ? Alors nous vous invitons à nous retrouver mercredi prochain avec un nouvel invité inspirant. Vous avez un projet en stratégie de marque ou un besoin en stratégie RSE ? Alors contactez-nous à info@switchconsulting.fr. À très vite sur Outdoor Minds.